Alors vous avez organisé il y a de ça quelques jours une manifestation pour la paix dans les rues de Paris contre finalement cette volonté de l'Union européenne de faire capoter en quelque sorte les accords de paix entre Trump et Poutine. Quel est votre objectif, vous ? C'est de mobiliser les Français parce que l'heure objectivement est grave. C'est-à-dire que au moment où on est au plus proche de la paix, enfin en Ukraine, on le voit bien, on a le sentiment que effectivement ça dérange l'Union européenne, Macron, qui fonce vers la guerre plus que jamais, avec une propagande de guerre qui se développe, qui dégouline sur tous les médias matin, midi et soir. C'est devenu hallucinant. Et puis ces engagements qui nous font peur. Enfin, c'est-à-dire que l'idée quand même d'envoyer, même après un cessez-le-feu, des troupes soi-disant de la paix, des troupes françaises et d'autres en Ukraine. Il n'y a pas de troupe de la paix, ça n'existe pas. On sait très bien qu'on est dans un conflit qui est tout sauf terminé, qui a des causes profondes, et qu'on est une puissance nucléaire face à une autre puissance nucléaire. Donc tout ça est d'une grande irresponsabilité. Mais le problème, c'est que on voit bien que Macron et l'Union européenne ne sont pas sur un agenda. L'agenda qu'ils nous présentent à la télévision n'est pas le vrai agenda. C'est-à-dire que la volonté de, en permanence, raviver la guerre quand la paix devient possible, et je trouve qu'on le voit bien en ce moment, sert un agenda. Et Macron a un agenda. Mais lequel ? Il a un agenda intérieur qui ressemble beaucoup à celui du Covid. C'est-à-dire qu'il a besoin de dans les sondages, c'est ça. Hein. Oui, il a besoin de faire peur. Il se refait une image. Il ne gouverne pas par la conviction, en entraînant son peuple vers un projet d'espérance, un projet national. Non, non. Il gouverne par la peur, en soumettant, en stressant par ses discours. On a vu l'allocution l'autre jour, des discours anxiogènes. Ce qui est un moyen pour lui, de maintenir sous peur un peuple et de l'entraîner un peu vers ce qu'il veut. C'est-à-dire que vers la guerre, mais aussi vers on nous a reparlé de la réforme des retraites, peut-être même la retraite à 70 ans pour financer l'Ukraine, comme l'auraient fait les Danois, l'épargne, on a des projets assez délirants qui fleurissent ici et là, et puis de l'austérité sur le reste, parce qu'il va bien falloir financer l'Ukraine. C'est dette, Exactement. C'est de la dette. Donc ça, on sent qu'il y a un agenda intérieur qui n'a rien à voir avec la paix ou même le souci du peuple ukrainien, parce que s'il avait vraiment le souci du peuple ukrainien, il ferait tout justement pour que les combats cessent le plus vite possible. Et l'Union européenne, elle, son agenda est très clair. C'est comme à chaque fois qu'il y a une crise, c'est de piquer une compétence en plus. Alors pendant le Covid, elle a pris la compétence de la santé, et là, elle veut la compétence des affaires militaires. À terme, l'Union européenne, c'est Mario Draghi qui avait craché le morceau fin 2023, veut devenir un État. Un État a une armée. C'est la définition même d'un État. Un État, il doit avoir une armée. Il a déjà et une police. Oui, elle a déjà sa monnaie, ses frontières, son droit fédéral, son droit supranational, sa justice de plus en plus avec le parquet européen. Elle veut effectivement son armée et même notre dissuasion nucléaire avec ses projets qui sont très flous. Quand c'est flou, il y a un loup, comme dit l'autre. Et donc on voit bien qu'il y a une volonté à terme de transférer, y compris la dissuasion nucléaire. Donc Macron et l'Union européenne ont un agenda qui consiste à perpétuer la guerre quand la paix devient possible. Et c'est ça qu'on a voulu dénoncer. Il y avait du monde. On donne la parole à tout le monde. On est malheureusement, j'ai envie de dire, on est le seul mouvement politique français qui se bouge pour la paix concrètement dans les rues de France et pour faire entendre à Macron, au gouvernement et à l'Union européenne un autre discours. Ça fait le tour du monde. Là, on a des dizaines de millions de vues sur tous les réseaux sociaux de cette manifestation depuis une semaine. Par contre, pas un média français pour venir la couvrir. Alors, pas un média français, mais vos affiches ont attiré l'œil quand même du réalisateur Michel Hazanavicius de d'OSS 117 et de The Artist, qui en parlait sur le plateau de France 2, je crois. Il y a en ce moment des affiches dans Paris avec marqué Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine. C'est signé un groupe que je ne connais pas qui s'appelle Les Patriotes. Il n'y a que des conneries sur cette affiche, c'est-à-dire c'est l'Ukraine qui est en train de mourir pour nous, et être un patriote, c'est au moins avoir honte de ça et au minimum les remercier. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous avez à dire à Michel Hazanavicius sur les conneries sur cette affiche et que être patriote, c'est dire merci aux Ukrainiens ? D'abord, je dis bravo à nos militants, parce que si c'est remarqué, je sais que le journal le Suisse, Le Temps, également dans son édito, a fustigé ces affiches qui couvrent tout Paris, c'est qu'on a bien fait notre travail. D'abord, je vois pas ce qu'il y a de
connerie entre guillemets dans l'idée de dire qu'on ne mourra pas effectivement pour une guerre qui n'est pas la nôtre, pour une guerre qui est sciemment entretenue. On ne mourra pas effectivement pour donner à l'Union européenne la compétence militaire. On ne mourra pas pour BlackRock qui veut récupérer les contrats derrière de reconstruction. On ne mourra pas pour ces quelques oligarques qui veulent s'enrichir sur la guerre. On ne mourra pas pour des projets expansionnistes de l'OTAN et de l'Union européenne qui ont intérêt encore une fois à la guerre pour accroître leur emprise. Non, on ne mourra pas pour cela. Moi, je suis prêt à mourir pour une guerre quand c'est l'intérêt supérieur de la patrie, de la France, ma patrie, qui est en jeu. Ça, oui. Ça, sans aucun problème, et je sais que c'est le cas en premier lieu de nos soldats et notre armée française. Mais je ne mourrai certainement pas, et je ne me ruinerai pas non plus, parce qu'avant de mourir, on se ruine. Voilà, en plus, on va mourir ruiné. Parce qu'avant d'être tué, on va d'abord être ruiné, on va d'abord nous faire les poches. On nous fait déjà les poches depuis des années comme contribuables, puisque nous payons l'Ukraine. Là, Ursula von der Leyen vient d'annoncer 40 milliards supplémentaires pour l'Ukraine. Bon, ça veut dire 8 milliards payés par la France. Et maintenant, on va nous faire les poches en plus comme épargnants. Mais voilà. C'est quand même... mais tous les bobos parisiens, là. Mais monsieur, comment il s'appelle? Michel Hazanavicius. Ah, c'est lui, d'accord. C'est le réalisateur de OSS 117 et de The Artist. C'est dommage, j'aime bien OSS 117. Mais si monsieur Hazanavicius et puis Nicolas Tenzer et puis le héros Claude il a fait Maluret. Un reportage sur les Ukrainiens au front. Donc lui parle de ces Ukrainiens qui meurent pas pour BlackRock, mais pour leurs frontières aussi. Eux sont patriotes, les Ukrainiens. Mais que les Ukrainiens se défendent, etc. Moi, je vais pas leur reprocher, mais on va pas nous s'impliquer dans toutes les guerres du monde. Face à la Russie, on voit bien que c'est un match. Vous savez, on avait les moyens de les aider lors des accords de Minsk. C'était même notre devoir puisque nous étions signataires. C'était François Hollande à l'époque, avec d'ailleurs l'Allemagne, Angela Merkel, et nous avons sciemment bafoué les accords de Minsk pour préparer. C'est Merkel qui avait craché le morceau et Hollande un peu plus tard pour aider l'Ukraine à se préparer en fait à la guerre. Donc c'est un jeu de dupes depuis le départ. Si on avait voulu aider vraiment le peuple ukrainien, on aurait arrêté l'expansion de l'OTAN vers l'est, comme nos puissances s'y étaient engagées à la chute de l'Union soviétique au début des années 90. Nous avons bafoué là aussi cette promesse. Donc qu'on me fasse pas croire qu'on veut aider les Ukrainiens. Non. On mène une guerre par proxy contre la Russie. C'est ça la réalité depuis le départ. Non, les États-Unis surtout. En réalité, c'était l'ancienne administration américaine. Tout était, toutes les anciennes administrations. D'ailleurs, la vraie rupture, c'est Trump. Mais de manière constante, les États-Unis. Il y a Brzezinski qui avait expliqué tout ça dans son livre Le Grand Échiquier en 97 et qui avait dit voilà, il faut séparer la Russie des pays européens parce que avec l'approvisionnement énergétique à bas coût et cet axe qui pourrait faire quelque chose en termes économiques, en termes politiques d'intéressant, eh bien, ça pourrait être une concurrence problématique pour les États-Unis et pour l'impérialisme américain. Donc, ils ont réussi leur coup jusqu'au sabotage de Nord Stream en 2022. Ça, c'est un acte de guerre. Mais ça vient pas de la Russie. Quand on nous dit il y a une menace russe, menace existentielle, non, foutaise, il y a aucune menace russe contre la France. Par contre, moi j'ai vu... Pour vous, il y a aucune menace russe contre la France. Il y a zéro menace russe contre la France. Alors ça, tout ce qui est avancé sur quand même les actes d'espionnage, et les États-Unis qui écoutaient nos présidents de la République, et les États-Unis qui font sauter un gazoduc, c'est pas vieux, c'est en septembre 2022, c'est stratégique pour l'industrie allemande, pour l'industrie française. Mais là, les Allemands, Merz, par exemple, ne souhaitent pas rouvrir Nord Stream. Les Allemands continuent à être dans la logique des sanctions, alors que Américains et Russes vont reprendre des relations commerciales et diplomatiques. Nous, on est coupés définitivement. Quand vous avez à la tête de votre pays un traître, il va pas œuvrer dans le sens de l'intérêt national. Si Macron défendait les intérêts français, ça se saurait depuis longtemps. Alors toute sa carrière, il a fait quoi? Il a bradé Alstom, tous nos fleurons, puis il a bradé notre souveraineté, il a continué à le faire de manière accélérée, comme on l'a vu. Il nous emmène dans des guerres qui ne sont pas les nôtres, il nous a mis mal avec toutes nos zones d'influence comme l'Afrique, il a réussi à nous brouiller avec le monde entier. Donc Macron ne bosse pas pour l'intérêt français. Je pense que le chancelier Merz ne travaillera pas plus dans l'intérêt allemand. En réalité, vous avez à la tête des pays, alors vous avez des réseaux pour ça, les Young Leaders, etc. Vous avez à la tête des pays aussi en Grande-Bretagne, qui a signé quand même un accord de 100 ans d'aide à l'Ukraine, plus de 3 milliards par an, alors que l'économie anglaise rentre en récession. Tous les peuples, et Keir Starmer, c'est encore plus grave parce qu'il ne respecte même pas le Brexit. Mais il veut revenir dessus. Je vais vous dire, les Britanniques, ils ont fait la moitié du chemin. Au moins, ils ont voté le Brexit. On va parler. Si demain vous avez un Farage qui arrive à la tête du Royaume-Uni, immédiatement la politique changera du tout au tout. Sauf si l'élection est annulée. Sauf si l'élection est annulée à la roumaine, vous me direz. Ça semble être. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est que les peuples, et c'est vraiment le cas dans l'Union européenne, les peuples reprennent la main et chassent les traîtres. Voilà, Macron est un traître.
C'est vous qui le dites. On va en parler dans un instant. C'est moi qui le dis. C'est un traître à la France, et donc les Français doivent tout faire pour s'en débarrasser politiquement. Ça serait d'abord le boulot de nos parlementaires, parce qu'il y a un article 68 pour le faire. Ça s'appelle la destitution. On voit bien qu'à part la France Insoumise, personne n'a souhaité aller dans cette voie-là. On va marquer une courte pause et parler bien sûr de Frexit également, et puis des institutions européennes. Vous allez voir, Nathalie Loiseau est dans une colère noire. Alors peut-être qu'il va se passer des choses à Bruxelles. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. On se retrouve en plateau avec Florian Philippot, président des Patriotes, pour parler à la fois de cette guerre en Ukraine et de la position française, de plus en plus belliciste, et de cette propagande pour aller contre tous les conquis sociaux, les acquis sociaux, pour faire l'effort de guerre, et la dette, toujours la dette. Autre sujet, on en parlait, vous disiez que Keir Starmer est en train d'essayer de faire tomber le Brexit. Vous défendez le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne. Union européenne dont les institutions sont quand même souvent sous le feu des médias pour corruption. Encore une affaire au Parlement européen, après le Qatar et après d'autres. Ce serait Huawei qui aurait corrompu quelques membres de l'auguste Parlement européen. Et alors ça a mis Nathalie Loiseau dans une colère noire, on l'écoute. Je sais que 2 bureaux ont été scellés hier à Bruxelles. Nous étions à Strasbourg en plénière. 2 bureaux de collaborateurs. Je n'en sais pas plus. Je respecte la présomption d'innocence. Mais si vraiment il y a des corrompus dans ce Parlement européen, je suis dans une colère noire à leur encontre. Alors, est-ce qu'il y aurait des corrompus au Parlement européen, Diantre. Y aurait-il des corrompus au Parlement européen? Ça met dans une colère noire Nathalie Loiseau qui va nous voler dans les plumes, c'est ça? Sans doute. Et c'est... Bon, quel sketch. L'Union européenne est la structure la plus corrompue du monde. Je vais vous dire pourquoi. C'est une structure qui a tous les pouvoirs, qui n'a aucun contre-pouvoir et qui brasse énormément d'argent. Et vous avez le cocktail. Et devant, le Parlement européen sert à rien. Très peu. Parlement européen, c'est décoratif. Le Parlement européen sert à rien. Et de toute façon, je vais vous dire, c'est même pas le débat de élu ou pas élu, parce que la Commission n'est pas élue, le Parlement est élu. À la limite, tant mieux que la Commission soit pas élue, parce qu'elle aurait une fausse légitimité. Même le Parlement, c'est pas un vrai Parlement. Quand un Parlement ne représente pas un peuple, d'ailleurs au départ, il s'appelait pas Parlement, il s'appelait Assemblée, et c'était des représentants des parlements nationaux. Ce qui aurait été une meilleure chose, en quelque sorte. C'était des délégations de parlements nationaux. Ouais. Voilà, là, à partir de Giscard, on est passé à l'élection directe pour faire croire qu'il y avait un peuple européen, et donc un Parlement européen, et pour donner une légitimité, un vernis démocratique à une structure qui ne peut pas l'être. Évidemment. Et qui ne prend aucune décision. Les lois sont discutées. Parfois, il y a de la proposées par la Commission, voilà, oui, il y a les trilogues, etc. Mais il y a très peu de décisions qui se prennent au Parlement européen. Oui, mais à la limite, presque tant mieux, parce que souvent, il est encore plus dingue que la Commission. Je vais vous dire, parce que je l'ai bien connu. Et il se trouve que la Commission, effectivement, a le monopole de l'initiative des textes. Et ensuite, elle doit faire respecter. Puis, il faut ajouter la Banque Centrale Européenne et la Cour de justice de l'Union Européenne. Enfin, tout est cadenassé. Et bien sûr que c'est l'institution la plus corrompue. Il y a plein d'histoires de corruption. Et puis, il y a celles qu'on voit et celles qu'on veut pas chercher. Vous avez tous les réseaux Soros, tous les réseaux atlantistes qui inondent, à mon avis, d'argent bien plus considérable que simplement ces sociétés qataries ou chinoises dont on parle. Et tout ça, on le regardera pas, parce que ça, c'est considéré comme une ingérence pour le bien. Madame Loiseau, elle est dans les réseaux Soros. Je dis pas qu'elle est corrompue. Non, c'est public. Mais je dis que voilà, elle est dans les effectivement. Et elle est à la tête de la commission justement du Parlement européen du bouclier démocratique, qui est à l'origine, par exemple, de dire qu'en Roumanie, un candidat comme Gorgescu n'a pas le droit de se présenter parce que il serait le candidat des Russes et qu'il aurait eu une campagne de fermatrol russe. Ce cas roumain, quand même, il est emblématique. Alors, au-delà, bien sûr, de la position politique de Monsieur Gorgescu. On a là affaire à une justice politique, un cas de lawfare comme on appelle, où on descend un candidat avant même qu'il puisse se présenter. Enfin, il s'est présenté, il arrive en tête au premier tour, il est en tête dans les sondages, et là, les institutions roumaines font en sorte qu'il n'ait pas le droit de se présenter. Oui, et l'Union européenne applaudit. Bien sûr, elle applaudit parce qu'en fait, elle tient derrière la marionnette. C'est elle qui agit. En réalité, c'est un laboratoire, la Roumanie. Il faut bien que les gens le comprennent. Et c'est tellement vrai qu'on commence à voir fleurir des articles en France en disant 2027, en France, la présidentielle risque d'être sous ingérence russe. Ce qui est exactement l'argument qui a été utilisé pour invalider la première élection présidentielle roumaine, puis la candidature de Georgescu pour la seconde. Ce bouclier démocratique européen, parce que tout se connecte. En fait, les choses sont simples. L'Union européenne sait que les peuples en ont ras-le-bol de l'Union européenne, et qu'il y a un vent de révolte, pour plein de raisons légitimes.
ce qu'elle craint, c'est que la paupérisation, maintenant la guerre, voilà. Enfin, ça fait beaucoup. Le seul truc qu'elle ne maîtrise pas encore, ce sont les élections nationales qui peuvent faire arriver au pouvoir un pouvoir anti-Union européenne, ce qui était le cas en Roumanie. Pour se prémunir de ça, il y a un argument formidable, c'est de dire l'élection n'est pas valable parce qu'elle était faite sous ingérence. Ingérence de Musk, de Trump, des Russes, au choix, ils choisiront. Et donc, pour la démocratie, parce que pour l'état de droit, c'est toujours présenté comme ça, on va devoir annuler le scrutin, et pour cela, on a créé une institution communautaire qui s'appelle le bouclier démocratique européen. Et effectivement, c'est l'eurodéputée macroniste Nathalie Loiseau qui préside la commission spéciale qui a été instituée en janvier au Parlement européen pour mettre sur pied ce bouclier démocratique européen. Donc tout est ficelé. C'est-à-dire qu'on va vous chercher un argument, on va vous dire il y a eu de l'ingérence, donc le scrutin n'est pas juste, l'état de droit n'est pas respecté, la démocratie n'est pas respectée, donc on annule le scrutin, donc on empêche des candidatures, et donc l'Union européenne aura protégé l'état de droit et la démocratie, ce qui est sa vocation naturelle. La boucle est bouclée. Voilà ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ne pas croire que ça concerne que la Roumanie, ça concernera tout le monde. Thierry Breton avait craché le morceau. Oui. Il avait dit on l'a fait en Roumanie, on le fera évidemment en Allemagne si c'est nécessaire. Ça n'a pas été nécessaire parce qu'il a manqué 5 points à l'AfD pour que ce soit nécessaire. Mais si l'AfD avait fait 25 au lieu de 21, je peux vous assurer que ça aurait été nécessaire et qu'il l'aurait fait. Voilà, c'est l'Allemagne. On parle de la première puissance économique de la zone. Donc ils le feront évidemment en France. C'est Marine Le Pen qui est. Non, mais le RN n'a rien à craindre. Sous des critiques. Vous pensez que les procès des assistants parlementaires justement du FN, elle va s'en sortir sans. Alors moi, je pense que le RN n'a rien à craindre de l'Union européenne. C'est devenu, vous savez, l'AfD a une position quand même rude par rapport à l'Union européenne. Dans leur projet, il y a le Dexit et la sortie de l'euro. C'est pas du tout dans le projet du RN. Donc ça n'y est plus. Oui. Non, ça n'y est plus du tout. Ils veulent même rester dans Schengen, le marché européen électricité, enfin rien du tout dans le projet du RN. Donc c'est plus une menace pour le système. Ils votent même pas les motions de censure, ils votent pour Ferrand. Hier, ils ont même pas voté contre la résolution sur l'Ukraine. Enfin tout ça est délirant. Donc le RN n'est pas un anti-système aujourd'hui. Donc il n'a pas besoin qu'on déclenche le bouclier démocratique européen. Non, par même contre, si Marine Le Pen était. Alors en interne, je pense qu'il y a une vraie guerre actuellement au sein du RN. Vous savez, Bardella est encore plus rallié au système que Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, il y a des restes encore. Elle a quand même, pendant des années, dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne et de l'euro. Oui, elle a dit que même c'était le premier des combats. Elle avait raison à l'époque. Et puis elle a renoncé, mais forcément ça laisse des traces. Alors que Bardella, il se préoccupe pas de tout ça. Il est complètement rallié au macronisme. Il y va à fond. La méchante Russie. On reste dans l'OTAN, on reste dans l'UE, on reste dans l'euro. Il fait la bise à Zelensky. Enfin, il coche toutes les cases du système. Ouais. Donc je pense que à l'intérieur du RN, il va y avoir, suite au rendu judiciaire là, au délibéré le 31 mars, il va y avoir à mon avis une guerre interne qui a déjà commencé en sourdine, mais qui va prendre de l'importance. Ouais. Et le candidat du système, c'est plutôt Bardella, plus que Marine Le Pen, qui est très raccord avec tout le discours officiel. Mais vous parliez tout à l'heure des oppositions justement qui sont très sages face à Emmanuel Macron, qui était pourtant au creux de la vague après la dissolution ratée, qui n'arrivait pas à reprendre, la censure de Michel Barnier. Et là, on a l'impression que tout le monde s'est mis d'accord pour dire on va laisser une chance au produit qui, approuvé quand même, est une catastrophe pour la France. Rien qu'à voir les 3600 milliards de dettes, la désindustrialisation, le chômage, et maintenant c'est cette stratégie du choc permanente pour faire pousser des lois antisociales. Pourquoi les oppositions sont si faibles ? Alors qu'elles ont les cartes aujourd'hui pour faire tomber François Bayrou. Effectivement, le non-vote de la motion de censure nous amène à nous dire pourquoi à ce moment-là ont-ils voté la motion de censure en décembre contre Barnier. Bon, puisque Bayrou fait encore pire. Donc ça n'a effectivement aucun sens. Bayrou, qu'on me dise pas, on va lui laisser sa chance parce qu'on le connaît que trop. 50 ans, ouais. Et 50 ans de carrière. Enfin, c'est vraiment, en plus, Bayrou, c'est vraiment un produit du système. C'est-à-dire, c'est quand même le type qui a trouvé à chaque fois un moyen de se raccrocher pour trouver un mandat, un poste, une fonction, voilà. C'est une moule qui s'accroche à son rocher. C'est incroyable. C'est-à-dire, il a toujours vécu au crochet du contribuable français, monsieur Bayrou, sans jamais rien faire d'ailleurs. Il a des discours creux. Pas de grande loi Bayrou. Quand il était ministre de l'Éducation nationale dans les années 90, il a laissé le souvenir d'un ministre qui ne faisait strictement rien. Voilà. Y compris à Bétaram. Alors là, en plus, il y a un scandale qui aurait justifié en plus une motion de censure. Les oppositions, entre guillemets, à mon avis, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a toute une partie de la pseudo-opposition qui est raccord idéologiquement avec le macronisme, donc ça leur pose pas de problème. Je pense au PS, tout ça, évidemment. Après, il y a une partie des oppositions. Le RN, je pense, n'a plus de colonne vertébrale idéologique.
Donc, à partir du moment où vous n'avez plus de colonne vertébrale idéologique, que vous n'êtes plus au clair sur la souveraineté nationale, vous ne dites plus les préalables, c'est-à-dire qu'un pays qui de toute façon n'a pas sa souveraineté ne changera pas de politique, se fera dicter toujours la même politique, quelles que soient les alternances. À partir du moment où ils ont lâché ça, ils ont laissé tomber ça, il n'y a plus rien, si vous voulez. C'était le piège de laisser tomber ça. Je leur avais expliqué en 2017, quand je suis parti, je leur ai dit, vous allez tout laisser tomber, à la fin vous serez complètement ralliés. C'est ce qui ça a mis 8 ans, 7-8 ans, mais c'est maintenant le cas. Et donc, sans colonne vertébrale, ils sont une opposition mollusque. Et on peut voilà. Et en plus, il y a le politiquement et le médiatiquement correct. Si vous voulez continuer à être invité sur BFM TV, sur LCI, sur TF1, à être bien traité, à être gentiment traité, il faut être dans l'opposition, mais pas trop. Vous voyez, c'est ce qui explique aussi le fait que vous n'ayez pas d'élus patriotes, par exemple. Moi, si vous voulez, si vous arrivez sur un plateau pendant le Covid et vous dites d'emblée, non. Tout ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de base scientifique, pas de passe sanitaire, pas de passe vaccinale. Il y a le danger des effets secondaires de ça. Vous venez une fois, vous venez pas deux fois, si vous voulez. Si vous venez en disant, on n'est pas totalement d'accord. Certes, il faut encourager la vaccination de masse, mais il faudrait peut-être le faire autrement, etc. Style RN ou LFI, on vous réinvitera. Parce qu'on dira, c'est bien, il y a un semblant d'opposition démocratique pour le théâtre, mais en fait, c'est pas dangereux. Ouais. Pareil sur l'Ukraine. Si vous arrivez en disant, il n'y a pas de menace existentielle russe, tout ça, c'est de la foutaise, vous n'êtes pas réinvité. Ouais. Et même maintenant, vous n'êtes pas invité tout court. Tout court. Sauf sur Sud Radio. Florian Philippot affirme que l'Union européenne est la structure la plus corrompue du monde. Cette déclaration est forte et mérite d'être analysée. D'abord, il faut comprendre ce que signifie la corruption. La corruption, c'est quand des responsables utilisent leur pouvoir pour obtenir des avantages personnels, souvent en échange d'argent ou de faveurs. Cela peut inclure des pots de vin, du favoritisme ou des décisions prises pour des intérêts privés plutôt que pour le bien commun. L'Union européenne est une organisation politique et économique qui regroupe 27 pays. Son but officiel est de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe. Elle fonctionne avec des institutions comme la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Ces institutions prennent des décisions qui concernent des millions de personnes. Quand Philippot parle de corruption, il fait référence aux scandales qui ont touché certains responsables européens. Par exemple, en 2022, le Qatargate a éclaté. Des députés européens ont été accusés d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer des décisions politiques. Ce scandale a montré que même au sein des institutions européennes, il pouvait y avoir des pratiques douteuses. D'autres affaires ont concerné des dépenses excessives ou des conflits d'intérêts. Cependant, dire que l'Union européenne est la plus corrompue du monde est une exagération. Beaucoup d'organisations et de pays souffrent de corruption à un niveau bien plus grave. Par exemple, certains États en Afrique, en Amérique latine ou en Asie ont des gouvernements où la corruption est généralisée et touche tous les niveaux de la société, rendant la vie des citoyens très difficile. L'Union européenne a des mécanismes pour lutter contre la corruption. Elle impose des règles de transparence et de contrôle des financements. Les députés européens doivent déclarer leurs revenus et leurs liens avec des groupes de pression. Des enquêtes sont menées quand des soupçons apparaissent et des sanctions peuvent être prises. Mais cela ne signifie pas que la corruption est totalement absente. Il y a des failles, comme le lobbying. De grandes entreprises, parfois des multinationales, cherchent à influencer les décisions européennes pour servir leurs propres intérêts. Elles emploient des personnes pour convaincre les députés et les commissaires européens d'adopter des lois favorables à leurs activités. Si ces pratiques sont légales, elles posent question sur l'indépendance des décisions politiques. Florian Philippot critique souvent l'Union européenne parce qu'il défend une ligne politique souverainiste. Il considère que la France devrait quitter l'UE pour reprendre son indépendance et ne plus être soumise aux décisions prises à Bruxelles. Son discours met en avant les défauts de l'Union pour justifier une sortie. Mais il faut garder un regard critique sur ces affirmations. Certes, des scandales existent, mais l'Union européenne n'est pas la seule organisation concernée par la corruption. Elle tente de mettre en place des règles pour la limiter, même si elles ne sont pas toujours suffisantes. En conclusion, dire que l'Union européenne est la structure la plus corrompue du monde est une exagération qui vise à choquer.
Il y a des affaires de corruption, mais elles sont souvent découvertes et dénoncées, ce qui prouve qu'il existe des mécanismes de contrôle. D'autres pays ou organisations connaissent une corruption bien plus grave, sans aucun moyen de lutter contre. La critique de Philippot repose donc sur des faits réels, mais elle est amplifiée pour des raisons politiques.